On va essayer de ne pas faire ça trop technique parce que nous, là, on est vraiment une gang d'ingénieurs, de scientifiques spécialisés en acoustique. On n'est pas des audiologistes, on n'est pas spécialistes en SST, même si on manipule les dB, qu'on fait des mesures en industrie. On est vraiment spécialisé dans la réduction du bruit. On aide les entreprises à réduire leurs émissions sonores, que ce soit dans l'environnement ou dans le monde industriel. Ma première question pour vous, c'est est-ce que le bruit tue ? Est-ce qu'il peut tuer ? Oui. Oui, comment ? Oui, mais ça, on ne meurt pas d'acouphènes. Par contre, il y a une dizaine d'années, je ne me souviens pas de la date exactement, mais dans une mine souterraine, Canada, il y a eu un mort. Un employé d'une mine qui travaillait sous un ventilateur minier et il s'est fait heurter par un véhicule qui reculait. Il ne l'a pas entendu. C'est l'hypothèse principale. Pourquoi ? Parce que le ventilateur minier sous lequel il travaillait était tellement bruyant qu'il a masqué l'alarme de recul du camion. Donc le bruit peut tuer, oui, indirectement. Mais le plus souvent, je vais vous montrer une petite statistique. Ça, c'est... Est-ce que vous voyez mon pointeur ? Moi, je ne le vois pas. Non, c'est lui. Oups. Non, c'est lui, c'est le bouton du haut. Bon. Vous voyez la dernière ligne surlignée en jaune, c'est écrit en petit, mais je vais vous dire un petit peu les chiffres qu'il faut retenir. En 2021, la répartition des dossiers pour maladies professionnelles ouverts et acceptés par la CNESST, il y avait 86%, c'était relié à des troubles de l'oreille ou de l'audition. En 2022, 93%. Et si on regarde par catégorie d'âge, les jeunes sont moins affectés, mais ça prend un certain temps, comme Gérald, et les plus affectés sont les 65 ans ou plus. C'est l'accumulation des années et des années à passer dans des environnements bruyants. Donc, si vous voulez voir une illustration de ce que ça donne, les pertes auditives, les photos que vous avez à gauche, ce sont des cellules ciliées qu'on a dans les oreilles. Elle capte l'onde sonore et elle convertit en signal qui est interprété par le cerveau, donc des signaux électriques. Et quand ces cellules sont cassées, là on a une perte d'audition. Et ça ne se régénère pas. Donc protégez vos oreilles, c'est hyper important parce que l'audition, ça ne revient pas. Donc on peut faire l'analogie avec un champ de blé. Vos cellules ciliées, imaginez c'est un champ de blé. Quand il y a une petite brise qui passe dessus, ok, ça va faire coucher un petit peu le blé, ça va le faire osciller, mais quand on a une grosse rafale de vent, une tempête, une tornade, un niveau sonore super fort, ça va venir casser les cellules ciliées. Et les cellules ciliées qui sont endommagées le plus vite, ce sont les petites, qui sont liées aux hautes fréquences. Pour ça qu'on a tendance à avoir du mal, quand on est plus âgé, qu'on a perdu de l'audition, à entendre les femmes plus que les hommes. J'ai rien dit. Je vous laisse libre cours à votre interprétation. Alors comme je disais, on va essayer de ne pas faire ça trop technique parce qu'on peut vraiment rentrer beaucoup dans la technique en acoustique. Donc je vais d'abord présenter SoftDB, qui on est, nos différentes divisions. Je ne veux pas faire un speech de vente, juste pour vous montrer qu'en acoustique, c'est important d'avoir une grande variété de connaissances, que ce soit dans l'instrumentation, dans les modèles mathématiques, etc., sans rentrer dans les détails. Les règlements RSST, un petit peu de théorie, et après, je vais passer la parole à Nicolas, qui lui va vraiment vous présenter des exemples d'applications concrètes. Donc SoftDB, on a été créé en 1996 par un chercheur de l'université de Sherbrooke qui faisait du contrôle actif dans les cheminées industrielles. Il contrôlait des ondes avec des ondes. Maintenant, on est 135, donc c'est une compagnie québécoise. Le siège social est à Québec, mais on a un gros bureau à Montréal, on en a un nouveau à Toronto. On en a un à Malartic aussi, en Abitibi, pour servir le secteur minier.
Donc on a des docteurs, une dizaine de docteurs dans la compagnie, on a plusieurs ingénieurs, beaucoup en fait d'ingénieurs, des techniciens. Il faut de l'expertise en acoustique, parce que pour régler des problèmes de bruit, parfois il faut un spécialiste en aéroacoustique, parfois il faut un spécialiste en contrôle de vibration, parfois il faut un spécialiste, en tout cas dans tout un tas de domaines de l'acoustique. Ça peut vite devenir complexe. Donc nos divisions, on fait du masquage sonore dans les bureaux. Le masquage sonore, ça sert à masquer les conversations, par exemple, pour améliorer la confidentialité ou le confort dans les aires ouvertes. On a une division d'instrumentation, parce que nous, en tant que consultants, on a des besoins spécifiques en instrumentation, notamment pour des enjeux de bruit au travail. Donc on veut comprendre, on veut savoir d'où le bruit vient des machines pour pouvoir les traiter. Donc quand les instruments n'existent pas, on les développe et on les produit. Puis on en profite pour les vendre, en passant. On a une division de monitoring pour suivre l'évolution du bruit. Ça peut être dans l'environnement ou en milieu de travail également. On a une grosse équipe de consultants, donc on a une soixantaine environ de consultants répartis au Québec et un petit peu en Ontario. Et on a une nouvelle division. Nicolas est le directeur de cette division-là sur l'insonorisation industrielle. Alors pour les instruments de mesure, c'est dommage que mon pointeur ne marche pas, mais bon, tant pis. Quand je vous disais qu'on développe des instruments pour régler des problèmes de l'industrie, on a développé il y a 15 ou 20 ans un système d'imagerie acoustique en partenariat avec l'IRSST. Ça, c'était vraiment pour faire du diagnostic précis de bruit de machine. On peut faire des images de bruit, pas juste un tableau avec des chiffres, on fait une image de bruit. Et une image vaut 1000 mots. C'est bon pour nous, consultants, mais c'est bon aussi pour celui qui reçoit le rapport. Plutôt que de voir des chiffres, il voit une image et il est capable de prendre une décision rapidement en disant « c'est là qu'il faut agir ». Donc on a développé ce genre d'outils, on a des sonomètres aussi classiques. Je pense que plusieurs d'entre vous ont des Piccolo, c'est populaire, donc classe 2, des microphones de classe 1, des systèmes d'acquisition, etc., systèmes d'imagerie. Je passe. On travaille beaucoup dans l'industrie lourde. Secteur minier, industriel, on en a vu des milliers de cas de problématiques de bruit en milieu de travail, dans l'industrie portuaire, dans l'industrie ferroviaire, sur les bateaux. Voilà. Fini pour la présentation de SoftDB. J'imagine que vous êtes tous au courant qu'il y a un nouveau règlement qui est sorti l'année dernière, où enfin on a rattrapé le monde entier. Parce qu'avant, 90 dBA pour 8 heures, et même l'Inde et la Chine faisaient mieux en règlement. Je ne dis pas qu'ils l'appliquaient, mais ils avaient un règlement plus strict. Et le facteur bisecteur, je vais vous montrer ça dans la slide d'après, là. C'est un gros mot pour quelque chose de simple. Tenue des registres, minimum 10 ans, et tout le monde est concerné par cette nouvelle réglementation. On a aussi rattrapé le reste du Canada, qui était déjà à 85 dBA sur 8 heures, avec un coefficient bisecteur de 3. Alors, vous avez l'ancienne réglementation au milieu, la nouvelle réglementation à droite, et le temps d'exposition au bruit à gauche. Donc, ce qui est surligné en vert, pour 8 heures, avant, on avait le droit à 90 dBA. Maintenant, c'est 85. Ça a baissé de 5 dB. Si on regarde l'effet du facteur bisecteur, c'est-à-dire que quand on divise le temps par 2, avant on pouvait prendre 5 dB de plus, maintenant on peut prendre juste 3 dB de plus. Si on va voir à la dernière ligne, 7 minutes, avant on avait le droit à 120 dB pendant 7 minutes, 120 c'est fort, c'est super fort. Là. Même quand on va voir un concert de death metal, c'est même pas fort comme ça. Là. Ça peut arriver, mais en tout cas, il vaut mieux porter des protections auditives. Et maintenant, c'est 103 pendant 7 minutes. Ça fait 17 dB d'écart. C'est vraiment loin d'être négligeable. C'est presque 100 fois l'énergie. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que le son? C'est une fluctuation autour de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, 100 kPa. Notre oreille, elle est capable de détecter une oscillation de pression de 20 micropascales. Vous vous rendez compte un petit peu? Le facteur d'échelle qu'il y a entre les deux,
C'est énorme. Donc on est capable d'entendre vraiment des toutes petites fluctuations de l'air. Donc ça existe des dB négatifs par exemple, parce que le 0 dB, c'est le seuil de l'audition à 20 micropascales. Ça veut dire que si on a 2 micropascales, on est à moins 10 dB. Si on a 200 micropascales, on est à plus 10 dB, etc. Alors, dans l'espace, est-ce que vous pensez qu'il y a du son, il y a du bruit? Oui, non? Eh bien non, c'est pas possible, il n'y a pas d'air, le son ne peut pas se propager. Pas d'air, il faut un média, il faut quelque chose pour propager le bruit. Du métal, du bois, de l'air, de l'eau. Il faut un média, il faut que l'onde puisse se propager. Ce n'est pas une onde électromagnétique comme la lumière qui se propage dans le vide. Il faut une source de bruit, il faut un chemin de propagation, donc un média acoustique, et un récepteur. Vos sources de bruit. Un petit conseil, c'est difficile de... c'est faisable, puis Nico va vous montrer des exemples pour traiter les sources de bruit dans les usines, une fois qu'elles sont en place et qu'elles sont bruyantes, et qu'on fait le constat qu'elles sont trop bruyantes. Mais si, dans vos devis d'appel d'offres, quand vous achetez des nouveaux équipements, vous mettez un petit terme sur le bruit, vous venez en amont de régler une partie des problèmes. Donc on peut agir sur la source une fois qu'elle existe. Il y a des silencieux pour les ventilateurs, il y a des encoffrements comme Nicolas va vous présenter. Ça, les encoffrements, c'est une super solution une fois que le problème est là. Sur le chemin de transmission, vous savez, dans une usine, là, souvent c'est du métal, du béton, donc le son se réfléchit un petit peu partout. Donc parfois, limiter une réflexion au plafond en mettant des matériaux absorbants, ça peut aider un petit peu. Ça ne fait pas beaucoup, mais dans certains cas, c'est suffisant pour atteindre les cibles. Et, chose qui arrive très fréquemment encore, là, c'est protéger au niveau du récepteur, c'est-à-dire de l'oreille. Donc on met des bouchons d'oreille ou des casques. Mais attention, ça ne fait pas tout, et puis encore faut-il bien les installer. Je ne sais pas si vous savez comment mettre un bouchon d'oreille correctement, mais on le presse, on le chauffe, on tire le lobe de l'oreille, on l'enfonce, on garde le lobe de l'oreille tiré. Une fois qu'il s'est bien expansé, là on lâche le lobe de l'oreille, et là on l'a bien mis le bouchon. On peut utiliser des doubles protections auditives aussi, bouchon plus casque. Mais tout ça, ça a quand même ses limites, ça marche jusqu'à 20 dB, vous ne m'en voudrez pas si je me trompe de quelques dB près. Mais le reste du bruit, il peut passer par la mâchoire, il peut passer par le crâne, et puis quand même se propager d'une manière solidienne jusqu'à l'oreille interne. Donc voilà des exemples de propagation d'ondes, une onde stationnaire à gauche, une onde sphérique à droite. Maintenant, on n'entend pas les sons de la même façon, qu'ils soient basse fréquence ou haute fréquence. Alors basse fréquence, c'est boum, et une haute fréquence, c'est pip. Donc, nous, les acousticiens, pour prendre ça en compte, on a fait des courbes de pondération A, qui est une courbe de pondération pour des niveaux sonores qui sont somme toute relativement faibles à moyens. Par contre, en usine, on a souvent des niveaux qui sont relativement forts et notre oreille va plus pondérer pareil. Les basses fréquences vont regagner un petit peu d'importance par rapport aux hautes fréquences. Cependant, tous les règlements sont faits en dBA. Donc attention, le dBA, c'est un indicateur, mais ce n'est pas tout. Mais n'empêche que s'il faut se conformer à un règlement, c'est quand même le dBA qui prime. Je vais passer sur cette slide assez rapidement, mais il y a tout un tas de types de sons. Et puis, dépendamment de la nature du son, qu'il soit basse fréquence, haute fréquence, qu'il soit impulsionnel, qu'il soit continu, on va le traiter de différentes façons. Et tonal, large bande, un bruit tonal, c'est pou. Ça, c'est agaçant. Hein. Versus le bruit large bande qui est. Alors souvent, on a les deux ensemble, ça fait. Donc parfois, on ne traite pas le tonal de la même façon que large bande, etc. Bon, il y a plein de subtilités.
notre aptitude à différencier des sons. Alors ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a développé le décibel. Pourquoi le décibel? Notre aptitude à différencier les sons, échelle logarithmique, mais plus 3 dB tout juste perceptible. En fait, c'est le double de l'intensité en bruit. Plus 5 dB, c'est perçu nettement, mais c'est 3 fois plus élevé en termes d'intensité. Plus 10 dB, c'est 2 fois plus fort, mais en fait, il y a 10 fois plus d'énergie. Donc 20 dB, il y a 100 fois plus d'énergie. 30 dB, il y a 1000 fois plus d'énergie, etc., etc. Vous vous rendez compte qu'entre 0 dB et 140 dB, un avion a réaction au décollage, et ça en fait, là, ça fait des milliards. Donc on ne peut pas dire « Ah oui, j'ai un bruit à 3 milliards de pascal, puis j'en ai un autre à côté à 350 859 000 ». On va préférer dire « Oui, j'ai un bruit à 140 dB ou à 100 dBA ». C'est plus intelligible. C'est pour ça qu'on a développé cette échelle de décibels. Alors, avant de laisser la parole à Nico, une dernière slide. Pour le contrôle des sources de bruit, c'est comme la lumière. C'est-à-dire que si vous avez une petite LED qui émet de la lumière, mais qu'à côté, vous mettez un méga spot de chantier, et ça vous éblouit, lequel vous allez contrôler en premier? Le gros spot, ouais, exact. Puis après, si la LED continue à être tannante, là, on va la couper aussi. Mais en gros, on commence toujours par contrôler la source dominante. Ça ne sert à rien autrement. Ça, c'est ce qui illustre la balance. En fait, un petit peu différent, la balance. Là, on a 8 machines à gauche, okay, à 80 dB. La somme de tout ça, ça fait 89. Maintenant, si on a 7 machines à 80 dB et une autre qui ne fait pas de bruit, 0 dB, ça fait 88,5. Donc en fait, quand on a tout un tas de sources de bruit qui font toutes le même bruit, il faut toutes les contrôler. C'est plate, ça coûte cher, mais il n'y a pas le choix. Parce qu'en contrôler juste une, à moins qu'elle soit séparée spatialement dans l'usine et qu'il y ait un opérateur juste à côté d'une machine, oui, en effet, là, peut-être que contrôler celle-là, c'est bon. Autrement, si la contribution à l'opérateur de toutes les machines est égale, on doit contrôler toutes les machines. C'est pas pareil, l'image de droite, si on a 8 machines à 80 dB, 89 dB, et si on en a 7 à 80 dB, mais qu'on en rajoute une à 100, la somme de tout ça, c'est 100,3. Donc là, ça vaut le coup de traiter celle à 100 d'abord, parce qu'on va retomber à 89, en traitant juste une machine. Donc, dépendamment de l'environnement que vous avez dans vos usines, on ne va pas avoir la même approche. Donc ça dépend du nombre de machines, ça dépend de leur amplitude, ça dépend des caractéristiques du bruit, ça dépend de la maintenance. Mais je vais laisser la parole à Nicolas, il va plus vous en parler des solutions. Donc je vous remercie, je cède la parole à Nico. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui? Parfait. Donc, Anthony a parlé un peu plus de théorie depuis tantôt. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le technique, donc expliquer la méthodologie pour en arriver à des solutions, comment on approche un problème de bruit dans une usine pour des travailleurs ou pour des secteurs en particulier. Donc, ça va être un petit peu plus technique. Je vais présenter aussi des études de cas, là, donc vraiment des solutions qui ont été mises en place dans des usines, sur des machines, sur des récepteurs, donc des postes de travail, sur les chemins de propagation. Donc, Anthony a parlé tantôt de sources, chemins de propagation et récepteurs, donc d'écran acoustique. Donc, je vais vous parler un peu plus je rentre un peu plus dans le technique, dans du concret, là, qui serait peut-être adaptable pour peu importe l'usine ou peu importe la problématique que vous avez. Donc, premièrement, pourquoi faire une étude? Des fois, on se fait contacter, moi j'ai une machine qui fait du bruit, on va faire ça, puis ça va marcher. Donc, l'étude, en fait, permet justement d'identifier les meilleurs moyens, en fait, de réduction de bruit dans l'usine, puis de manière optimale pour le client. Donc, parce que, comme Anthony disait, dans une usine, c'est complexe, là. Premièrement, la salle est très réverbérante, donc c'est tout en métal, il y a du béton au sol. Fait qu'il y a plein de réflexions. On ne sait pas trop de où provient le bruit parce qu'il y a des centaines de sources dans l'usine. Puis pour le travailleur, on veut savoir,
OK, le travailleur qui est là, journée longue, à côté du convoyeur, mais c'est qu'est-ce qui fait du bruit à ses oreilles, là? On a peut-être des petites idées, c'est le convoyeur, mais de combien de dB? Puis la pompe qui est à côté, combien de dB elle fait? Donc, l'étude permet justement d'identifier, de hiérarchiser les sources de bruit pour les travailleurs, puis vraiment de trouver des solutions optimales pour ne pas traiter des sources pour rien et pas non plus de traiter des sources de manière overkill quand on a X dB à aller chercher. Donc, ça permet aussi justement de respecter la nouvelle réglementation parce qu'avec les études, on peut valider, OK, vous êtes à 105 dB pour des postes de travail, pour se rendre à 85 pour un quart de travail de 8 heures, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc, également, pour les employeurs, de se protéger aussi parce que si vous mettez en place des trucs parce que vous avez des plaintes des employés, bien, une étude va permettre justement d'avoir un plan d'action puis trouver des solutions adaptées. Donc, ça, c'est une slide, en fait, c'est la méthodologie pour une étude de réduction de bruit. Quand je dis une étude de réduction de bruit, généralement, cette étude-là entre en jeu lorsque, par exemple, vous, comme employeur ou employé, vous avez fait soit de la dosimétrie ou des relevés sonores, ou un hygiéniste ou un autre consultant est venu faire les relevés sonores, puis il y a un constat qu'il y a une problématique. Ça peut être juste un secteur, ça peut être toute votre usine. Quand je dis une problématique, c'est que les niveaux de la RSST, le règlement sur le bruit, est dépassé pour plusieurs postes de travail, plusieurs secteurs de votre usine. Donc, c'est là qu'une étude de réduction de bruit est nécessaire. Donc, c'est quoi l'étude de réduction de bruit? Dans le fond, c'est que, comme je disais, dans une usine, souvent, il y a des centaines de sources. Donc, il faut les caractériser à la source directement via des mesures d'intensité acoustique qu'on appelle. Donc, ça permet de voir le bruit qui sort exactement d'un endroit qu'on scanne avec les micros, d'une machine en particulier. Je dis une machine parce que c'est complexe, parce que, par exemple, on a une presse hydraulique, bien, il y a plein de mécanismes de propagation du bruit là-dedans. Là. Il y a les pièces qui rentrent, il y a les moteurs, il y a l'hydraulique, il y a le bruit de la matrice, les bruits d'impact. Donc, le but, c'est de mesurer, de quantifier chacune de ces sources-là sur la machine. Puis par la suite, on vient mettre ça dans une modélisation sonore. Donc, l'image que vous voyez à votre gauche, c'est une simulation numérique. Dans le fond, c'est que c'est un logiciel qu'on vient recréer votre environnement. Donc, votre usine, votre secteur que vous voulez faire une étude de réduction. Donc, la volumétrie, évidemment, est prise en considération parce que la propagation du bruit, plus qu'on s'éloigne, le bruit va diminuer, évidemment. Donc, toute la volumétrie est prise en considération. Puis aussi les matériaux. Anthony parlait d'absorption tantôt au plafond. Des fois, on voit ça dans des usines. Tous les matériaux qui sont modélisés, le plancher, les plafonds, les murs, il faut prendre en compte ce que vous avez actuellement. Donc, quand on a du métal versus 4 pouces de laine, le bruit va avoir une réflexion sonore, ça va se propager de manière différente. Donc, tout ça, c'est pris en considération dans les modélisations. Les petits points rouges que vous voyez, c'est toutes des sources de bruit qui sont caractérisées. Et les points bleus, c'est des points récepteurs qu'on appelle, donc c'est des niveaux sonores ou des postes de travail, par exemple. Si on transpose ça dans une usine, vous avez un secteur qui est bruyant, on caractérise les sources, on vient positionner des récepteurs au poste de travail, puis ça permet de dire à ce poste de travail-là, évidemment, on calibre le modèle avec des mesures in situ, mais la modélisation permet de dire à ce poste de travail-là, voici la contribution partielle de chacune des sources de bruit dans votre environnement. Quand vous prenez une lecture avec un sonomètre, vous n'avez pas cette information-là. Vous avez juste le niveau sonore, donc ça prend en compte l'ensemble de toutes les sources. Les réflexions, ça prend en compte l'environnement complet. Donc, oui, c'est correct pour avoir évalué, OK, y a-t-il un enjeu, on est au-dessus du 85, ou donc ça s'arrête là par la suite. Donc, la modélisation permet justement d'évaluer chacune des sources de bruit, puis par la suite dire, bon, si on veut atteindre 85, voici les sources qui sont à traiter en priorité et combien de dB par source qu'il faut aller chercher. Parce que si on a 5 dB sur une pompe à aller chercher versus 30, évidemment, le traitement va être différent. Il y a des coûts, évidemment, associés à ça. Donc, un encoffrement de 30 dB versus 5, ça va coûter plus cher. Donc, le but, suivant la modélisation, on calibre notre modèle, on évalue les contributions partielles. Là, par la suite, c'est là ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir qu'est-ce qui est à faire puis avoir un plan d'action. Donc, la modélisation permet de dire, si j'encoffre telle pompe, ça va faire ça. Si je viens mettre un écran acoustique, donc on vient bloquer le chemin de propagation, qu'est-ce que ça va faire? Si je mets de l'absorption au plafond, de la laine, qu'est-ce que ça va faire? Donc, la simulation permet de donner un plan d'action en phase de priorité, des sources à traiter, avec des
évidemment, c'est tout le temps une question de budget versus le dB qu'on va aller chercher. On n'investira pas $1 million pour aller chercher 1 dB. Comme Anthony disait, 1 dB, ce n'est pas perceptible à l'oreille. À partir de 3 dB de réduction, on va commencer à avoir ça commence à être perceptible. Donc, suivant le plan d'action, bien évidemment, vous avez quelque chose en main pour prendre des décisions. Donc, évidemment, on peut faire de l'accompagnement par la suite. Je vais vous montrer des études de cas. C'est sûr que c'est des études de cas à la source. Donc, le nouveau règlement c'est écrit dans le règlement qu'il faut prioriser à la source le traitement. Pourquoi? Parce que traiter à la source, c'est sûr que c'est la manière la plus efficace parce que ça bénéficie à tout le monde qui sont autour versus traiter le récepteur, par exemple, qui sont les bouchons d'oreille. Donc, c'est un peu le dernier recours, les bouchons. Donc, on a plusieurs applications dans différents domaines là, chez nos clients. Dans le fond, beaucoup dans les scieries, comme vous savez, dans la transformation du bois, c'est quand même très bruyant. Il y a des postes de travail, des gens qui sont debout à côté des convoyeurs, à côté des scanners, des planeurs, des scies, qui sont là la journée longue. Puis c'est assez récurrent de mesurer du 100, 105 décibels dans des scieries, avec des gens qui sont exposés. Oups, je ne sais pas si c'est éteint. Oui. Donc, voici un exemple, mais c'est ça, dans le fond, la transformation du bois, c'est un des secteurs quand même assez importants au niveau du bruit, qui ont quand même beaucoup d'enjeux. Je parlais de récepteurs, de traiter au récepteur. Des fois, ce n'est pas possible de traiter à la source. Là. Vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire on traite à la source. Mais quand on a des convoyeurs, on a des pièces qui rentrent, des morceaux qui sortent, il faut prendre en compte les enjeux opérationnels, les enjeux de maintenance, les enjeux de faisabilité, les enjeux SST également. Donc, c'est un exemple ici. C'était des niveaux d'environ 100-110 dB. On a enlevé un 10 dB en prenant en compte, évidemment, les enjeux opérationnels, ce qui faisait qu'on était un peu plus limité sur la réduction, mais quand même, on est passé d'à peu près 100 dB à 90 dB. Donc, c'est vraiment un poste de travail qui est encoffré. Là. Donc, en prenant en compte que la personne doit se promener avec des 2x4 de 16 pieds de long dans l'encoffrement. Donc, on fait également des encoffrements à la source, donc des transformateurs. Donc, des cuves de transformateurs, c'est très bruyant en basse fréquence. Donc, généralement, c'est le humming noise qu'on appelle à 120 Hz, la fréquence d'Hydro-Québec. Donc, évidemment, dans le milieu urbain, les postes hydroélectriques sont là, mais les gens se construisent autour ou ça étaient là avant. Donc, étant donné les proximités entre les résidences et les postes puis les transformateurs, ils ont des plaintes. Donc, une des solutions, c'est d'encoffrer directement la cuve du transformateur. Et oui, évidemment, on a un brevet sur le système de découplage par rapport à ça. Un autre type d'application, souvent on voit ça dans des usines, là, des pompes surpresseurs, des pompes à vide. C'est un exemple là, d'une industrie qui faisait du déchargement de camions. Le camionneur est resté environ 4 heures, 5 heures à côté directement du surpresseur de la pompe durant que son camion se déchargeait. On était environ à 100-105 décibels. Pas de protection auditive. Donc, l'industrie était tannée d'essayer de mettre en place, d'avertir les gens. Donc, ils ont décidé de mettre des encofrements. Donc, on a fait une étude, on a proposé des solutions. Donc, on était chercher 20-25 dB sur l'équipement directement. Donc, quand on encoffre des éléments mécaniques qui tournent, qui sont en rotation, ça chauffe. Donc, il faut prendre en compte les enjeux opérationnels, comme je disais tantôt. Donc, dans des encofrements, en acoustique, il faut que ça soit étanche. Donc, la moindre fuite, là, on vient compromettre l'intégrité acoustique là, de l'encofrement. Donc, on prévoit des échanges de chaleur à l'intérieur. Donc, on fait des silencieux d'entrée, des silencieux de sortie d'air qui sont évidemment dimensionnés avec nos calculs d'ingénierie. Donc, ça, c'est un dépoussiéreur. Donc, le ventilateur, ça a l'air petit sur la photo, c'est à peu près 14 pieds de hauteur. Donc, des enjeux avec des dépoussiéreurs. Donc, c'est un ventilateur. Également, on voit ça souvent dans des industries, mais des conduits. Quand on a des conduits avec peu importe le matériau qui passe à l'intérieur, avec l'abrasion, il y a des bruits d'impact qui se créent. Ça peut être des copeaux de bois, ça peut être juste de l'air des fois à cause des vitesses d'écoulement. Donc, on a du recouvrement aussi qui peut être mis en place là, pour vos conduits dans les usines. Donc, des presses mécaniques. Donc, des fois, on a des projets plus simples que d'autres. Celui-ci, ce n'était pas très simple, parce qu'on a des gros enjeux opérationnels. Donc, même principe, les opérateurs étaient directement à côté de la presse, donc il y avait des gros enjeux de bruit.
Donc, l'opérateur a besoin d'avoir accès à la matrice, a besoin d'avoir accès, évidemment, il y a des pièces qui sortent, des pièces qui rentrent, il y a des enjeux de chaleur, des enjeux de maintenance au-dessus. Donc, c'est vraiment des encoffrements sur mesure. Puis, ça règle, on a enlevé 22 dB sur la presse, donc l'opérateur est passé de 103 dB à être théoriquement peut parler pas de bouchon selon le règlement du 85, ce que je ne suggère pas, mais quand même. Donc, même chose pour du recouvrement de conduit. Même chose ici. Des foreuses. Donc, on peut encoffrer des foreuses. On disait qu'on était beaucoup dans le secteur minier. Les mines, quand ils font du forage exploratoire, ben, ils se rapprochent des résidences, ils se rapprochent. Puis, demander, ils sont rendus très près. Puis, ils ont des enjeux environnementaux. Donc, il y a un aspect de consultation qui a été fait, d'études de bruit qui a été fait au préalable. Mais on fait des encoffrements également directement pour des foreuses, pour, bon, la mine peut s'approcher de 200 mètres de plus pour pouvoir trouver de l'or ou peu importe. Donc, c'est une solution qui peut être adaptée également. Encore une fois, dans le secteur minier, les fameux loaders dans les pits. Donc, c'est des solutions qu'on met directement sur mesure pour réduire le bruit. Évidemment, les mines ont beaucoup d'enjeux environnementaux ou communautaires. Donc, on les accompagne là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'était vraiment très technique, hein, c'est très concret, là, mon affaire, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, à nouveau, je vous demande d'aller au micro. Si vous avez une question pour Anthony et Nicolas. Quels sont les matériaux utilisés pour l'encoffrement? C'est quoi la matière? Merci. Bien, principalement, pour avoir un encoffrement qui est efficace, pour encoffrer une source de bruit, il faut de l'absorption. Donc, si on vient juste faire une boîte avec de la tôle en métal, bien, il va y avoir plein de réflexions, puis il va y avoir un fameux build-up de bruit. Règle du pouce, on va venir ajouter 10 dB. Donc, on vient de mettre une solution, mais juste la solution, à cause qu'on n'a pas mis d'absorption à l'intérieur, on vient d'augmenter notre source de bruit de 10 dB. Donc, déjà là, on part un peu avec 2 prises. Donc, je parle d'absorption, fait que les matériaux, il faut de la laine. Donc, ça peut être, peu importe le type de laine, il faut une certaine épaisseur de laine. Ça dépend du contenu fréquentiel aussi de la source. Plus la source est basse fréquence, plus il faut épais de laine pour avoir une certaine absorption. Haute fréquence, c'est l'inverse. Donc, les matériaux, principalement, c'est de la laine. Et pour couper du bruit, ce n'est pas juste de l'absorption qu'il faut, il faut de la masse. Donc, il faut du poids. Donc, généralement, c'est du vinyle haute densité, avec l'enveloppe que vous voyez sur les photos en gris, c'est une enveloppe en fibre de verre qui est hydrofuge, ignifuge. C'est imperméable, ça résiste au UV. Donc, généralement, 2 mots à retenir, c'est absorption côté source et de la masse pour aller chercher une bonne perte par transmission qu'on appelle, donc une réduction sonore sur la source. Peut-être pour vous donner une image de l'absorption, parce que c'est parfois un petit peu abstrait là, pour les gens, mais c'est comme si vous aviez une fontaine et puis vous essayez de... La fontaine est cool, puis là vous lui mettez des murs autour, et puis en dessous, et puis partout, et puis là l'eau va commencer à s'accumuler et puis déborder en fait. Mais si vous mettez une éponge, alors avec une propriété d'absorption infinie, là, ça peut absorber l'eau à l'infini. C'est la seule différence dans mon analogie avec l'acoustique, mais ça absorbe à l'infini, donc ça va éviter à l'eau de ressortir parce qu'on a contraint l'eau à rester dans un certain volume. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'absorption, parce que sinon, l'eau, elle s'accumule, nous on appelle ça un noise build-up, c'est-à-dire que le bruit va être amplifié en fait, par l'encoffrement qu'on va faire si on ne met pas de laine. Voilà. Donc un encoffrement en plexiglas, ça, c'est pas une bonne idée. Anthony et Nicolas, on a une autre personne qui a une question. Oui? Rapprochez-vous du micro le plus que possible. Ouais, je vais juste surlever, façon d'être capable de parler dans le micro. Simplement, d'un, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. Puis, depuis l'implantation de la nouvelle réglementation, on a fait beaucoup de travail. Hugo Desgagnés, je suis responsable du service de la santé et sécurité chez Unifor Québec, donc une organisation syndicale. Puis, on a énormément de gens dans le secteur, dans l'industrie du bois. Donc, tu parlais des scieries, puis c'est une énorme problématique à 2 niveaux. D'une part, c'est un environnement de travail qui est extrêmement bruyant, tu l'as mentionné, mais c'est aussi très inégal en fonction des scieries, parce qu'on a des scieries très, très, très modernes où
il y a eu des mesures qui ont été prises déjà, mais on a des séries qui sont un petit peu plus vieillottes ou désuètes, disons. Puis la problématique qu'on rencontre souvent quand on est en comité paritaire de santé et sécurité et qu'on veut adresser la question du bruit, c'est souvent les obstacles de nature économique. Parce qu'évidemment, il y a les aspects logistiques, les questions d'espace, les possibilités de construire des cabines, etc. Mais on a souvent aussi des considérations économiques. Puis, j'aurais aimé savoir, on a vu quelques projets, puis avoir une idée, une espèce de ballpark figure, une fourchette de prix, en fait, puis de ce que ça peut représenter. Puis je vais prendre l'exemple des séries, en fait, là, puis à savoir qu'est-ce que ça peut représenter, puis évidemment, pas d'avoir à la virgule près et à la scène près, mais juste avoir une idée dans les projets dans lesquels vous avez été impliqué, peut-être, là. Voilà. Merci beaucoup encore, c'était vraiment super intéressant. Bien, c'est une bonne question, mais chaque projet est assez unique, en voulant dire que chaque projet est différent. Il y a des projets que ça va à 5 000 $, il y en a que c'est 200 000 $, il y en a que c'est 500 000 $. Donc, c'est dur à dire comme ça, mais c'est du cas par cas parce que on ne fait pas de boîte 4x4 par 8 sur tablette. C'est vraiment du sur-mesure. Puis c'est du sur-mesure parce que le client, c'est ce qu'il veut, parce qu'il y a trop d'enjeux opérationnels. Donc, ça peut être. Mais les images que vous avez vues pour la série, là, on a plusieurs encoffrements, comme on a vu sur la photo, là, mais c'est un projet entre 50 et 100 000 $, pour donner une idée ballpark. Donc oui, ça peut paraître comme une dépense, assurément, pour une entreprise, là, parce que vous ne ferez pas plus d'argent demain matin, il n'y aura pas plus de production. Mais l'acoustique, ça peut quand même s'amortir, là, considérant que la surdité au travail, il y a quand même des indemnisations importantes là, de l'employeur. Donc, je n'ai pas de chiffre pour l'amortissement, mais ça doit s'amortir sur plusieurs années quand même. Mais c'est vrai que pour la direction d'une usine, c'est comme une dépense pour rien. Là. Souvent, c'est ce qu'on entend assez régulièrement. Mais comme disait Nico, là, c'est pas pour rien. Là, la santé auditive des travailleurs, on le voit dans les chiffres de la CNESST, là, c'est intense. 93% des gens, là, des maladies professionnelles qui sont liées à la perte d'audition. C'est assez incroyable. Donc je pense que moi, ça vaut vraiment la peine de mettre des mesures de mitigation pour prévenir ces risques-là. Merci. Alain, tu avais une question? Oui, très rapidement, parce que c'est l'heure du lunch quand même. Merci beaucoup dans ce que vous avez partagé. Une anecdote rapide et puis une question. Anecdote rapide, quand on parlait des croyants, j'ai rencontré dans des usines de pâte et papier des opérateurs avec pas mal d'ancienneté à moitié sourds. Et quand je leur demandais qu'est-ce qui les empêchait de porter les protecteurs auditifs, leur réponse est « Ah, ben c'est parce que moi, ma machine, c'est comme mon bébé. » Puis là, quand avec des bouchons puis des protecteurs, on entend mal virer. Tandis que moi, quand je les ai pas, ben, je sais ce qui va se passer avec la machine. En tout cas, anecdote, donc parfois les croyances sont très, très profondément ancrées. Alors, bonne chance pour leur faire porter donc, d'où l'idée de travailler à la source. On a déjà entendu ça aussi. Là. Ah non, je ne peux pas porter de bouchon, il faut que j'écoute ma machine. Je ne comprenais pas que je lui criais en lui posant des questions, mais c'est quand même arrivé assez vite. Et l'autre point, c'est une question... en fait, je pense que je connais la réponse, mais j'aime beaucoup l'idée du champ de blé au niveau des cellules ciliées. Peut-être pas vous, mais je pose la question en général. La nouvelle génération qui arrive dans le milieu de travail, ils ont des écouteurs dans les oreilles tout le temps. La plupart du temps, ils arrivent, c'est les fameux iPod. Ça trahit mon âge. Les écouteurs. Les écouteurs, merci. Avec ou sans fil. Bref, mais ils ont toujours quelque chose dans les oreilles. Donc, en principe, ça veut dire que tu accumules quand même de la fatigue. C'est plus juste au travail, c'est aussi en dehors. Donc, l'impact ne serait pas uniquement relié au travail. Si on cumule toutes ces sources-là, est-ce que ça se peut ou oui, ça se peut. Là. Il y en a qui sont musiciens aussi à côté, puis qui jouent dans des bands de rock avec les amplis dans le tapis. Et puis, c'est sûr que tout le bruit, ça se cumule. Mais c'est cumulatif, oui, sur une journée, effectivement. Il n'y a pas juste qui joue de la trompette aussi? Oui, moi, par exemple. J'ai perdu des hautes fréquences assez jeune. Moi. Charles a la réponse à ma question, alors on travaille en duo. C'est qu'avec les fameux crevettiers, nous, on arrivait avec des résultats assez impressionnants, 92-93 de dBA. Puis c'est exactement la même chose que quelqu'un a dit, c'est qu'il y avait besoin d'entendre le bruit du bateau pour voir jusqu'à quel point leur filet de pêche était au fond ou pas. Il y avait toutes sortes de réactions du moteur, dépendamment de ce qui se passait au niveau
organisation de travail. Mais par rapport à vous, parce qu'il y en a qui ont des iPods, et moi, je suis allé chercher certaines références à savoir quel est le temps d'utilisation des iPods pour arriver à... C'est sûr que le bruit est tout personnel, mais c'est environ 90 à 2 heures de ce que j'ai lu. Ça serait le temps limite par jour pour avoir des iPods. Ça fait du sens. L'oreille interne, là, Ça fait du sens. Ouais, les cils, ça fait du sens. Ouais. Merci, Charles. Merci. Merci, Alain. Bon, ben, Nicolas et Anthony, il nous reste à vous Merci. dire un gros merci. Merci à vous. Bravo.